Jérusalem, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov, on va commencer ce journal par cette tragique nouvelle. Un soldat de Tzahal qui est tombé hier au sud Liban. Oui, il s'agit de Liam Ben Hamou, 19 ans, originaire d'Herzliya, qui a été tué hier au combat donc au sud Liban. Il était soldat du 13e bataillon de la brigade Golani et il participait à une opération dans la région de Kantara, donc dans le sud Liban. Selon les premiers éléments de l'armée, 2 drones explosifs lancés par le Hezbollah ont visé les forces israéliennes. L'un a été intercepté et le second s'est écrasé à proximité des soldats. C'est lors de cet impact que le sergent Ben Hamou a été mortellement touché. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui à Herzliya. Et ces événements, Olivier, interviennent dans un climat de forte pression au sud du Liban. Oui, tout à fait, puisque plus tôt dans la journée, une frappe aérienne inhabituelle à Shomra a fait plusieurs blessés. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, 12 soldats israéliens ont été touchés dans cette attaque menée par un drone piégé du Hezbollah. Des soldats d'unités voisines sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone et évacuer les victimes. Puis l'explosion a également provoqué l'incendie d'un véhicule blindé. Des munitions ont explosé à proximité, aggravant les dégâts. Tzahal a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes de cette attaque. L'une des pistes évoquait l'utilisation d'un drone suicide piloté par fibre optique, une technologie particulièrement difficile à intercepter. Une flottille en direction de Gaza, on en parlait hier, a été interceptée par les forces israéliennes. Oui, l'opération s'est déroulée à 1000 km de Gaza sans affrontement majeur. Et selon les informations disponibles, les passagers ont été transférés vers la Grèce. Cette flottille avait pour objectif affiché de briser le blocus maritime de la bande de Gaza. Côté israélien, on rappelle que toute tentative de forcer ce blocus est considérée comme illégale et dangereuse. Et puis, après l'interception justement de la flottille pour Gaza, une vive polémique a éclaté entre Benyamin Netanyahou et Itamar Ben-Gvir. Oui, le Premier ministre a de son côté salué cette opération réussie, mais cette décision est vivement critiquée par le ministre de la Sécurité nationale. Itamar Ben-Gvir dénonce, je cite, une grave erreur et un message de faiblesse. Selon lui, Israël aurait dû adopter une ligne beaucoup plus ferme. Il affirme aussi que cette décision aurait été prise sous pression extérieure, notamment de la Turquie, et regrette que les militants pro-palestiniens n'aient pas été arrêtés ni poursuivis. Le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz, lui prévient, l'État d'Israël pourrait être amené à intervenir de nouveau en Iran. Oui, lors d'une évaluation sécuritaire, il a affirmé que Tzahal est prête à la fois en défense comme en attaque. Les cibles sont déjà identifiées et selon lui, Israël attend désormais le feu vert, notamment des États-Unis, pour aller plus loin dans les opérations. Objectif affiché, frapper les infrastructures stratégiques du régime iranien, y compris des sites énergétiques, et affaiblir durablement ses capacités militaires. Après l'agression d'une religieuse française mardi sur le Mont Sion, à proximité du Cénacle à Jérusalem, un suspect de 36 ans a été arrêté. Oui, Lana, selon les premiers éléments, la victime âgée de 48 ans est membre de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, a été projetée au sol, puis frappée à plusieurs reprises. Le suspect a été interpellé rapidement après l'ouverture d'une enquête. La police israélienne affirme traiter avec la plus grande sévérité toute agression visant des membres du clergé. Les circonstances exactes et les motivations restent encore à éclaircir. Une prolongation, en tout cas, de sa détention doit être demandée. L'attaque a été fermement condamnée par la France et le ministre israélien des Affaires étrangères parle, lui, d'un acte honteux et réaffirme son engagement en faveur de la liberté de culte à Jérusalem. Et puis enfin, on va terminer avec Eyal Golan, mis en cause une nouvelle fois dans une affaire d'agression sexuelle. Et oui, Ilana, et le chanteur a été convoqué par la police dans le cadre d'une enquête rouverte pour soupçon d'infraction sexuelle. Selon les informations disponibles, il s'agit d'une affaire ancienne qui refait surface avec de nouveaux éléments examinés par les enquêteurs. Une plainte avait déjà été déposée ces derniers mois, relaxant l'attention autour de ce dossier sensible. Le chanteur, déjà visé par des accusations similaires par le passé, conteste fermement les faits. Il évoque une tentative de chantage et assure disposer d'éléments pour se défendre.
8h05 passées sur Radio Qualita. Tout de suite, petit point sur la météo de ce vendredi 1er mai 2026. Une légère baisse des températures sur l'ensemble du pays pour ce vendredi. Temps donc plus frais, mais globalement de saison. Demain, changement de tendance. Les températures repartent nettement à la hausse. Il fera plus chaud que la normale, notamment à l'intérieur du pays et dans les régions montagneuses. Les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem jusqu'à 22 degrés, Tel Aviv 24, Haïfa 23 degrés, Beersheva 26 degrés et 30 degrés à Eilat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je dirais pas tabou, mais un sujet dont on n'en parle pas beaucoup, c'est des conseils pour divorcer. Pour ceux qui ont pris la décision ou qui sont en train de prendre la décision, que faut-il savoir pour divorcer? Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir Cathy Bisraor Ayash. Bonjour Cathy. Bonjour Olivier. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler de ça, mais en même temps, lorsque la décision est prise ou lorsqu'on est en train de prendre une décision de se séparer, de divorcer, il y a des choses à savoir. Et alors, d'abord, c'est vrai que chaque cas est spécial, mais est-ce qu'il y a des conseils comme ça qu'on peut donner d'une manière générale aux personnes qui sont en train de divorcer ou qui ont envie de divorcer? Et avant de vous répondre exactement sur cette question, je voudrais juste vous dire que dans le monde juif, le droit à l'erreur existe. C'est-à-dire que le divorce, c'est une mitzvah. D'ailleurs, on dit lorsque un homme donne le guet à sa femme, c'est une mitzvah. Ouais. Ça fait partie des mitzvot. Et vous ne trouvez pas ça dans d'autres religions, dans d'autres cultures. Et de la même manière que le mariage est sacro-saint, le kiddushin, kadosh, ça, de la même manière, le divorce aussi est, je ne veux pas dire sanctifié, mais est protégé également par la loi. La preuve est dans le Talmud. Ouais. Vous avez des macérot kiddushin, etc. Et vous avez gittin. Gittin, c'est une des macérotes. Et non seulement, même les macérotes qui sont des choses dans le monde financier, etc. Même ça, à chaque fois, il y a des références au gittin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Exactement. Et c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Varim, dans le dernier de Deutéronome, c'est écrit noir sur blanc, la possibilité de l'erreur. En fait. Donc ça, c'est juste que je pense que c'est important de dire, de dédramatiser, si vous voulez. Ça. Et je pense que c'est le divorce est dédramatisé dans le monde juif, et je pense que c'est important. Maintenant, au niveau du conseil, écoutez, c'est sûr il y a beaucoup de conseils à donner, mais si je veux donner, disons, 2 conseils, deux. Ouais. Premier conseil, je dis toujours, lorsque quelqu'un vient vers moi, je lui dis, vous voulez divorcer à 90% ou à 120%? Donc, c'est la question que je pose. Il y a souvent qui me disent 95%. Je dis non. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous revenez vers moi quand vous allez, etc. Je pense qu'il faut divorcer à plus que 110%. Parce que un divorce, c'est un tremblement de terre. D'accord? C'est vrai, mais c'est un tremblement de terre. Donc ça, je pense que ça, c'est le premier conseil qu'il faut donner. Il faut réfléchir d'abord avant de rentrer dans l'histoire du divorce. Le deuxième conseil 3 conseils. Deuxième conseil, il faut être conseillé. Ne pas, parce que j'ai vu plein d'histoires de femmes ou d'hommes qui ouvrent des dossiers d'une manière erronée, etc. Et après, elles viennent vers moi pour corriger les erreurs. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a tellement d'organisations, même chez nous, on a des organisations qui donnent des conseils gratuits, des organisations de femmes, etc. Et je pense que c'est très important d'obtenir des conseils avant même de mettre le pied dans l'histoire. Et le troisième et dernier conseil général, c'est que si c'est possible d'aller à l'amiable, même de faire des concessions, l'amiable, c'est préférable. C'est ce que conseillent aussi la plupart du temps les tribunaux, que ce soit rabbinique ou civil. Écoutez, aussi bien le civil que le rabbinique, l'objectif, c'est d'amener le couple à un accord. Et d'ailleurs, la structure législative aujourd'hui du divorce en Israël, qui est très révolutionnaire, impose une période de 60 jours de médiation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui venir et dire, voilà, je veux divorcer comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'ouvrir ce qu'on appelle un dossier, ça s'appelle Isho Sirsour,
règlement du conflit. D'accord. On vous donne, vous voulez, ok, très bien, 60 jours, vous rencontrez une assistante sociale, vous rencontrez des médiateurs, etc. Une sorte d'enveloppe, si vous voulez, de 60 jours avant de se lancer dans la procédure des divorces. Alors justement, concernant cette procédure de divorce, en Israël, il existe quelque chose qui est totalement spécifique à Israël, qui n'existe pas dans les autres pays, c'est le Beit Din et le tribunal rabbinique et les tribunaux civils. Alors, comment doit-on choisir ? Si on doit choisir. Ça, c'est vraiment un des grands dilemmes. D'abord, juste un mot historique pour qu'on comprenne. Cette histoire, elle date de 1995, en fait. En 1995, il y a une loi qui est passée à la Knesset, à la majorité, et qui a décidé de la création des tribunaux, des Bet Mishpat, des tribunaux civils, Inyane Mishpacha. D'accord. D'abord, ça a commencé, il n'y avait que des tribunaux rabbiniques. Alors, il y avait, si vous voulez, il y avait les tribunaux rabbiniques s'occupaient en grande majorité Si vous aviez des problèmes, par exemple, des problèmes financiers, vous pouviez aller au civil, Mais le divorce, c'était le tribunal rabbinique. Et là, 1995, vous vous rappelez au niveau politique, etc., la force justement politique qui voulait diminuer la force des tribunaux rabbiniques, ils ont créé, donc à ce moment-là, a été créé quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde, qui est une concurrence de compétences. C'est très compliqué. Maintenant, il faut savoir que la concurrence de compétences, elle est sur les sujets du divorce, c'est-à-dire elle est sur la répartition du patrimoine, les enfants, mais pas sur le guet. Le guet, l'acte de divorce, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire que même si vous menez une procédure uniquement au civil, vous êtes obligé ensuite d'aller au tribunal rabbinique pour le guet, pour la cérémonie du guet. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Chaque cas est particulier. Et ça a évolué également avec le temps. Et quand on vient et on me dit, voilà, parce que chez nous, on a aussi bien des avocats rabbiniques que des avocats. Donc, on dit, à chaque fois qu'il y a un cas, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, il faut savoir que pendant la période des 60 jours, on n'a pas à choisir. Mais celui qui a ouvert le dossier, c'est lui qui choisira entre le civil et le rabbinique. Donc, autre conseil, ouvrez le premier le dossier. C'est obligatoire. Chaque fois que quelqu'un m'appelle, je dis d'abord on ouvre un dossier, Parce que même si j'ouvre un dossier au civil ou au rabbinique, au bout des 60 jours, que j'ai bien étudié le dossier, je peux choisir qu'est-ce que je veux. D'accord. Maintenant, si je peux donner rapidement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout ce qui concerne la garde des enfants, le civil, en automatique, il donne la garde partagée aujourd'hui, même pour les bébés de 1 mois. Au civil. Au civil, même lorsque la mère n'allaite pas. Dès que le bébé naît, il donne, peut-être pas 1 mois, mais très rapidement, il donne la garde partagée. Quasiment, comme en France, comme aux États-Unis, aujourd'hui, la garde partagée, c'est le modèle. Au rabbinique, c'est pas le cas. D'accord. Au rabbinique, il y a aussi de plus en plus de garde partagée, mais pas avant 6 ans, et même après 6 ans, il y a pas toujours, etc. Donc, si, par exemple, une femme, elle veut pas la garde partagée, etc., alors je dirais, voilà, c'est plus important le rabbinique. Maintenant, au niveau de la pension alimentaire, les pensions alimentaires sont toujours plus élevées également dans les tribunaux rabbiniques, il faut savoir. Donc souvent, les hommes vont maintenant au civil et les femmes au rabbinique en raison de l'histoire de la pension alimentaire. Maintenant, ce qui est très, très délicat, et ça demande vraiment une étude du dossier, c'est la répartition du patrimoine. Parce qu'il y a des cas où il vaut mieux aller au civil. Et il y a des cas, il vaut mieux aller au rabbinique. Je ne peux pas évidemment résumer, il y a des problèmes d'héritage, il y a des problèmes est-ce que c'est un patrimoine d'action, de société, etc. Et chaque cas, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un conseil sur ce domaine spécifique-là. Alors justement, on a parlé un peu, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la garde des enfants. Aujourd'hui, donc, de plus en plus, la garde des enfants est partagée. Ça devient en fait la norme ? Écoutez, ce qui se passe aux États-Unis... Comment vous l'expliquez ? Je vais vous dire. D'abord, ce qui se passe aux États-Unis, il y a 30 ans, ça arrive ensuite en Europe, et ça arrive en Israël. D'accord ? Et pour le bien et pour le... Il y a des avis différents au niveau, je parle psychologique et éducatif, etc. Aujourd'hui, la garde partagée, c'est devenu une norme. D'accord ? Une norme, si vous voyez par exemple ce qui se passe aux États-Unis, c'est en automatique lorsque les deux parents sont lorsque le père veut bien avoir aussi la garde partagée. Quand il veut pas, c'est une autre histoire. Mais en France également, c'est la même chose. En Israël, ce que je viens de dire, dans les tribunaux civils, ça devient presque une automatique. Et aujourd'hui, vous avez, contrairement à ce qui se passait avant, vous avez les papas, les pères qui veulent la garde partagée. D'accord ? Alors les femmes viennent bien, oui, mais c'est jamais occupé des enfants. Oui, c'est jamais occupé des enfants lorsqu'ils étaient mariés. Mais maintenant qu'ils sont divorcés, ils veulent s'occuper des enfants. Le travail à la maison, etc. Tout ça permet une garde partagée. Donc aujourd'hui, ça c'est la norme. Maintenant, il y a énormément en Israël de problèmes, si vous voulez, des femmes en général qui s'opposent à l'histoire de la garde partagée. Et c'est pour ça que sur ce point-là, en général, on conseille
dans ces cas-là, d'aller au rabbinique, parce qu'au rabbinique, il y a plus de chances de ne pas obtenir la garde partagée. L'histoire de la garde partagée, c'est très discuté. Aussi bien, il y a des études qui ont été faites, parce que c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans aux États-Unis, et qui ont montré qu'il y avait des effets très positifs. Il y a d'autres qui montrent également des effets très négatifs. Et ça a une influence particulière aussi sur la pension alimentaire. Évidemment, c'est ça, c'est un des problèmes. C'est pas seulement la raison, d'accord ? Je pense qu'il y a des papas, il y a des pères qui veulent vraiment éduquer leurs enfants moitié-moitié, et qui veulent vraiment être ce qu'on appelle Abba Mashmaouti, un père vraiment présent. Mais c'est sûr que lorsque vous avez une pension alimentaire, s'il y a à peu près le même niveau de revenus, il n'y a pas de pension alimentaire. Quand vous avez garde partagée, il n'y a pas de pension alimentaire. Alors chacun assume les frais, moitié-moitié les écoles, moitié-moitié les problèmes de brio, les problèmes de santé, de médicaux, etc. Et donc, si vous voulez, maintenant, quand il y a des différences, c'est très important de préciser, quand il y a des différences très importantes de salaire, alors même quand il y a la garde partagée, oui, il y a une pension alimentaire. Alors, on va peut-être parler aussi de la ketouba, parce que c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, il y a une tendance à une demande systématique de la ketouba. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça, c'est passionnant. Pour moi, je vais vous dire, quand je suis rentrée Tohénat Rabbanique il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années, on avait étudié la ketouba, les femmes ne venaient pas me dire « je veux ma ketouba ». C'est né à peu près il y a une quinzaine d'années. Comment ? Il faudrait ça aussi, faire une étude, savoir comment c'est fait. Maintenant, il faut savoir ce que c'est. La ketouba, c'est le droit de la femme. C'est quelque chose qui date de milliers d'années, qui est écrit dans le Talmud et bien avant. La femme, lorsqu'elle se marie, elle a le droit, il y a une ketouba où l'homme marque une somme d'argent. Et lorsqu'elle divorce, elle a le droit à cette somme d'argent. Jusqu'à présent, il y a quinzaine d'années, les femmes ne venaient pas à demander la ketouba. Tout d'un coup, une a demandé, l'autre a demandé, etc. Les tribunaux rabbiniques non, ils disaient mais va t'arrêter à la ketouba, c'était le jour. Tu abandonnes la ketouba, oui, c'était en automatique. Aujourd'hui, vous avez 80%, c'est pas plus de mes clientes, et je crois que toutes les femmes qui donnent « vous êtes à ketouba chez lui ». Maintenant, il y a des conditions, évidemment, pour obtenir la ketouba. Mais aujourd'hui, vous avez dans toutes les... D'abord, ce que je conseille dans toutes les procédures de divorce, oui, de demander la ketouba, par principe, par principe, parce que c'est un droit de la femme, c'est par principe demander à la ketouba. Après, c'est vrai qu'il y a des conditions, qui est responsable du divorce, est-ce qu'il y a eu des problèmes de violence, est-ce qu'il y a des problèmes de tromperie, etc. C'est complexe. Mais à mon avis, le fait, si vous voulez, je trouve ça extraordinaire au niveau symbolique, si vous voulez, la ketouba qui est la base du mariage juif, qui a été oubliée, et tout d'un coup, ça revient, exactement. Alors, une question aussi, et qui concerne, vous nous avez parlé de cette période de 60 jours où on essaye justement d'arriver à un accord. Il y a aussi cette notion de shalom bayit qui existe. Est-ce que vous conseillez aussi de ceux qui veulent divorcer de passer par ce processus? D'abord, ça, c'est quelque chose qui est aussi extraordinaire, à mon avis, parce que c'est unique en Israël, et c'est unique également dans les tribunaux rabbiniques. En fait, lorsque vous ouvrez cette période de 60 jours, au bout du compte, vous pouvez déposer une tviat gerushin, une demande de divorce, d'accord ? Mais vous pouvez aussi arriver à un shalom bayit, Vous pouvez écrire un accord de shalom bayit, Écrire, dans un accord de shalom bayit, l'homme, il fera ça, ce qu'il fera, la femme fera ça. Au niveau financier, les partages, la responsabilité des enfants, toutes sortes de choses, comment je vais me conduire avec ma femme, comment je vais me conduire avec mon mari, etc. Un accord de shalom bayit, On reste marié. Non, on reste marié, on a un accord de shalom bayit. Maintenant, il y a une chose qui est encore plus complexe. Ça s'appelle en hébreu accord shalom bayit, les chilufin gerushin. Ça veut dire, je fais un accord de shalom bayit. Écoutez, c'est quelque chose qui est à mon avis, quand j'ai raconté ça à une avocate, une amie à moi française, elle me dit, c'est pas possible, ça n'existe pas ce truc. J'ai vu, ça existe. On fait un accord de shalom bayit, c'est écrit tout ce qui est mais on fait aussi un accord de gerushin. Et dans cet accord-là, accord shalom bayit, les chilufin gerushin, ça s'appelle comme ça, il y en a énormément aujourd'hui. On dit que si au bout de temps, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être tout le temps, il y en a un des deux qui veut plus, eh bien, l'autre est obligé de venir et de donner le guet et de recevoir le guet. Et il y a, selon les conditions qui ont été écrites dans cet accord, qui est un accord et de shalom bayit et de gerushin. Et à mon avis, vous savez, c'est une des solutions pour des gens qui savent. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'histoires de divorce où il y a une crise totale. Il y a une crise totale entre l'homme et la femme. Il y a encore plus dans cette période de guerre. Encore plus dans cette guerre, il y a une augmentation énormément des problèmes de couple, etc. Ils savent pas très bien, etc. Et bien voilà, on fait shalom bayit, mais on va pas revenir dans 2 ans, recommencer tout à zéro. Non, on règle tout aujourd'hui. On règle aussi bien le shalom bayit et le gerushin. Et quand il y a des couples qui hésitent, je conseille vraiment d'aller dans cette direction.
Alors, il y a aussi, vous faites partie d'une association internationale qui s'appelle une association du divorce collaboratif. Collaboratif. Ça s'appelle en hébreu Girushim Beshitouf Peoula. Si je traduis mot à mot, parce que c'est le divorce collaboratif, c'est le mot officiel en France. Si je traduis mot à mot, c'est plus joli à mon avis en hébreu, c'est le divorce en coopération en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est une idée, c'est une organisation qui est née aux États-Unis il y a à peu près aussi une vingtaine d'années, qui est arrivée aujourd'hui également en France aussi, dans le monde entier en fait, également en Israël, et qui est une structure qui est très intéressante parce qu'elle dit ok, on peut pas divorcer avec un avocat seulement, c'est pas possible, ok, parce que un divorce c'est pas seulement un truc de juridique, c'est aussi un truc émotionnel, etc. Et donc en fait le divorce collaboratif, ça met en jeu le couple et une équipe d'experts, un avocat, ok, chacun a son avocat, un psychologue, ok, un économiste, quelqu'un qui est financier, un psychologue des parents, un psychologue des enfants, vraiment une équipe comme ça, toute une équipe autour. Le problème, c'est que ça coûte évidemment un peu cher, parce qu'évidemment, vous avez beaucoup de spécialistes, mais si je vois les divorces que j'ai menés avec ce système de divorce collaboratif, qui est aujourd'hui très, très actif en Israël, on est plusieurs, une centaine d'avocats et d'avocats rabbiniques qui gèrent ça. En fin de compte, les divorces se passent beaucoup plus rapidement, en fin de compte, donc ça revient moins cher, au bout du compte, beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus calme. C'est-à-dire que l'après-divorce, parce que c'est un vrai problème, les traitements des crises après-divorce, il y a beaucoup moins de crises après-divorce lorsque c'est traité de cette manière, si vous voulez, tellement générale. Alors pour terminer, Cathy, vous en avez parlé au début, du droit à l'erreur lorsqu'on veut divorcer. Est-ce que dans le processus du divorce, est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? On a le droit à l'erreur jusqu'au dernier minute. Et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée cette semaine. C'est une histoire depuis 2 ans. Ok, on mène une histoire de divorce dure. Ok, une histoire de divorce dure. Et on arrive à Jérusalem en pleine guerre. Ok, tout est fermé pendant la guerre, mais les sidour guettes, c'est-à-dire que les guettes, c'est ouvert, d'accord, c'est autorisé. Et donc, on est venu pour le sidour guette, et voilà le rabbin qui vient et qui dit à la femme, si je t'aide, ok, si je t'aide, je vais te trouver quelqu'un, est-ce que tu n'aimerais pas sauver ton mariage ? Et à ma stupéfaction, voilà la femme qui dit, vous pensez que vous pouvez m'aider ? Il dit oui, je pense que je peux t'aider, je peux influencer ton mari. Et le guet a été gelé. Wow. Donc, je vais dire. Maintenant, je vais juste aussi pour répondre à votre question, en Israël, dans le monde juif, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est une des grandes mitzvahs qui s'appelle les Harzir et Gros Château. C'est pas valable quand on est Cohen, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire les Harzir et Gros Château ? C'est-à-dire que vous pouvez divorcer. Et vous pouvez vous remarier avec la même personne. Et souvent à Tel Aviv, ça se passe souvent à Tel Aviv, ils aiment beaucoup ça. Tout d'un coup, vous voyez des fleurs, des bébés, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Eh bien, c'est le Dayan qui a fait le divorce et qui refait le mariage au même endroit où a été fait le divorce. Donc, pour répondre à votre question, dans le monde juif, non seulement le divorce est accepté, mais également le droit à l'erreur du mariage, mais également le droit à l'erreur du divorce. Et là, on peut ramener, on peut se remarier. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut bien sûr avoir de bons conseils et être entouré de bonnes personnes. Crucial. C'est très important. C'est crucial. Très bien. Merci beaucoup, Cathy, et à très bientôt. Merci, Olivier. Et ce matin, à la une du Yediot Ahronot, une nouvelle menace qui inquiète l'armée israélienne, les drones pilotés par des fibres optiques, des appareils discrets, précis et surtout très difficiles à intercepter. Contrairement aux drones classiques, ils ne passent pas par les ondes radio et ils sont reliés par un câble. Impossible donc de les brouiller. Ces drones peuvent parcourir jusqu'à 15 km, transporter des charges explosives et frapper avec une précision, y compris en profondeur du territoire. Ces dernières années, plusieurs incidents ont été recensés. Au Liban Sud, des soldats israéliens ont été touchés et un changement concret s'opère sur le terrain. Pour les responsables sécuritaires, le constat est clair. Il n'existe aujourd'hui aucune solution contre ce type de menace. Et toujours au chapitre militaire, Israël aurait transféré des systèmes de défense avancés aux Émirats arabes unis. Au cœur de ce dispositif, le système laser Magen Or développé par Rafael, un système capable d'intercepter roquettes et drones à courte portée à un coût bien inférieur aux missiles traditionnels.
C'est ce que nous apprend ce matin le Israel Hayom qui cite un quotidien britannique. Selon ces informations, Israël aurait également fourni des systèmes de détection avancés, notamment spectraux, conçus par Elbit Systems, capables d'identifier des drones jusqu'à 20 km. Objectif, aider les Émirats à faire face à une éventuelle attaque iranienne massive mêlant missiles et drones. Et selon les quotidiens israéliens, Israël a intercepté une flottille pro-palestinienne bien avant son arrivée dans la bande de Gaza. Cette fois, la marine israélienne n'a pas attendu l'approche des côtes. L'opération a été menée au large de la Crète à près de 1000 km d'Israël. C'est ce que nous apprend ce matin le site Ynet. Au total, une vingtaine de navires considérés comme les plus importants ont été pris pour cible. Environ 170 militants pro-palestiniens ont été arrêtés puis transférés sur des bâtiments israéliens. Finalement, Israël a choisi de ne pas transférer les militants sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé qu'il serait relâché en Grèce. Politique à présent, l'alliance entre Naftali Bennett et Yair Lapid est très largement commentée ce matin par les analystes politiques israéliens. Sur le papier, l'objectif est clair, s'unir pour renverser le gouvernement Bibi Netanyahou. Mais dans les faits, la méfiance reste forte et surtout, chacun garde une porte de sortie. Pour Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot, il décrit un Azenkot isolé, écarté du centre du jeu politique après l'annonce de l'alliance. Un Azenkot discret en apparence, écrit-il, mais déterminé, capable de tenir ses positions sans ne rien oublier. Face à lui, Yair Lapid, en difficulté dans les sondages, il a choisi une manœuvre politique audacieuse, s'allier avec Naftali Bennett pour relancer son camp. Une opération qui redonne de l'élan à l'opposition, mais qui fragilise les équilibres internes. Pour le Yediot Aharonot, cette dernière image d'unité, les tensions sont bien réelles et les ambitions personnelles restent intactes. Et justement, côté sondage, l'union entre Naftali Bennett et Yair Lapid ne convainc pas. Selon un sondage du Israel Hayom, leur liste commune baptisée Beyachad ne recueille que 23 sièges. C'est 3 de moins que s'ils s'étaient présentés séparément. Un signal clair pour le quotidien, l'électorat ne suit pas totalement cette alliance. Dans un même temps, Gadi Azenkot progresse, il atteint 16 sièges, son meilleur score depuis le début de la campagne. Mais attention, cette progression ne fait pas gagner de voix au bloc, elle se fait surtout au détriment des autres formations du centre. Résultat, même en cas d'union élargie, l'objectif des 61 sièges reste incertain pour le moment. Autre enseignement du sondage, une grande partie de l'électorat reste indécise. Il manque toujours une offre politique claire à droite, capable d'attirer les déçus du gouvernement sans basculer vers le centre-gauche, un espace que certains autour de Binyamin Netanyahou cherchent déjà à exploiter. Et de nombreux commentateurs politiques critiquent ce matin aussi la décision de Naftali Bennett, comme Daniela Roth dans le Maariv, qui accuse Bennett d'avoir abandonné toute ligne idéologique. Selon lui, son seul moteur serait aujourd'hui une stratégie anti-Netanyahou, une critique sévère. Elle évoque des promesses non tenues, une rupture de confiance avec son électorat de droite. Dans cette analyse, l'alliance avec Yair Lapid est présentée comme purement opportuniste, un accord dicté par des ambitions personnelles plus que par une vision politique. Et puis, autre point soulevé, le rôle des médias. La journaliste dénonce un traitement favorable à Bennett qui serait, selon lui, repositionné comme figure centrale du camp anti-gouvernement. Puis un sujet de société préoccupant ce matin dans la presse israélienne, une enquête qui révèle une hausse inquiétante des violences contre les enseignants. Coups, insultes, menaces, mais aussi jets d'objets et tirage de cheveux, voire attaques avec des objets tranchants. Le Yediot nous révèle le quotidien violent des enseignants israéliens. Selon les chiffres cités, 1 enseignant sur 10 a déjà été victime de violences de la part d'élèves et 1 sur 20 de la part des parents.
des témoignages très durs. Certains enseignants parlent d'un climat de peur, d'autres évoquent une véritable zone de combat au sein de certaines écoles. Plus grave encore, une partie de ces violences ne serait pas déclarée. Des directions d'établissement préféreraient éviter les plaintes pour ne pas ternir leur image. Conséquence donc, un sentiment d'abandon chez les enseignants et parfois des départs de la profession. Et puis une bonne nouvelle pour terminer pour les salariés israéliens. Le Israélium annonce une hausse du salaire sans augmentation de salaire. En effet, dès ce mois-ci, certains employés verront leur fiche de paye augmenter de quelques dizaines à plusieurs centaines de shekels, en cause un élargissement des tranches d'imposition. Concrètement, le seuil de la tranche à 20% passe de 16% de 150 à 19 000 shekels par mois. Résultat, tous ceux qui gagnent entre ces deux montants paieront moins d'impôts. Même logique pour la tranche suivante. Le taux de 31% s'appliquera désormais jusqu'à 21 100 shekels contre 22 440. En clair, pour de nombreux salariés, le salaire net augmente sans que le brut ne change. Dans Le meilleur des mondes, l'écrivain Aldous Huxley définissait la dictature parfaite comme celle qui aurait les apparences de la démocratie. C'est probablement le sort que nous réserve le leader des démocrates israéliens, Yair Golan. Ce dernier n'a pas hésité à asséner qu'après son retour au pouvoir, ce qui apparemment ne fait aucun doute pour lui, il limogera Manu Militari, le chef du Shin Bet, David Zini, et il fermera la chaîne 14 de la télévision israélienne, qui pour lui n'est autre qu'une chaîne de propagande pro-Netanyahou. À la limite, on pourrait comprendre que Yair Golan veuille limoger David Zini. La loi le lui permet, nous l'avons dit et répété ces derniers mois. Et qu'importe s'il s'est lui-même opposé à l'éviction de son prédécesseur, Ronen Bar. Mais au nom de quelle liberté d'expression pourrait-il fermer la chaîne 14 ? Est-ce là la conduite d'un démocrate libéral ? Une chose est sûre, Yair Golan est un récidiviste. Il y a 10 ans, alors qu'il était chef d'état-major adjoint de Tsahal, il avait affirmé lors d'une soirée de clôture du Yom HaShoah qu'il décelait, je le cite, dans la société israélienne des processus nauséabonds qui avaient été constatés dans l'Allemagne des années 30 du siècle dernier. Plus récemment, il avait craché virtuellement à la figure des soldats issus du sionisme religieux en affirmant que Tsahal devait les rééduquer à la démocratie. Et enfin, à propos de la situation à Gaza, l'ex-général avait osé déclarer qu'un État sain d'esprit ne tue pas des enfants palestiniens comme hobby. Bref, Golan prétend jouer au grand démocrate alors qu'il n'est en fait qu'un petit inquisiteur. Il affirme prêcher le libéralisme alors qu'il a un faible pour la tyrannie. Pour beaucoup d'Israéliens, le personnage est dangereux car souvent incontrôlable. D'une certaine manière, avec de telles déclarations, Yair Golan ferait presque passer Itamar Ben-Gvir pour un enfant de cœur. Il faut espérer que ses potentiels partenaires au centre de l'échiquier politique israélien sauront très vite le remettre à sa place et qu'aucune formation politique n'acceptera de lui offrir le moindre strapontin dans un prochain gouvernement israélien. Alors de grâce, faites taire le dictateur qui se cache en Yair Golan. Il y va de notre bien-être et de notre sérénité. L'alliance annoncée cette semaine entre Naftali Bennett et Yair Lapid continue de faire réagir, une union présentée comme stratégique, mais qui suscite aussi des interrogations, notamment au vu des premiers sondages. Alors, quel est l'objectif de cette alliance et peut-elle réellement convaincre une majorité d'Israéliens ? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec notre invité, le docteur Eric Seton. Eric, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bon. Bonjour Olivier et bonjour aux auditeurs. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes le représentant francophone du parti de Naftali Bennett. Et cette formation, maintenant, un nouveau nom, ça s'appelle Beyachad. Ce n'est pas encore un parti politique, mais c'est une formation donc une alliance entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Ma première question, Eric, pourquoi maintenant Naftali Bennett et Yair Lapid ont décidé de s'unir ? Je crois que la situation l'exige. On le comprend et tout le monde le comprend. Ils le savent tous les deux. Et je crois qu'en 2021, lorsque Naftali Bennett et Yair Lapid se sont alliés pour sortir le pays d'une crise politique qui paralysait le pays avec des élections successives, aujourd'hui, en 2026, après le 7 octobre, après les années de division très profonde,
nous avons besoin, Israël a besoin, plus que jamais d'un gouvernement stable, efficace et sioniste. Donc, c'est une alliance qui est nécessaire. Tout le monde parle de Achdout, de Ichoud. Donc, voilà, justement, Yair Lapid fait preuve d'un vrai leadership en plaçant le pays avant son parti. Naftali, qui est un homme de droite, qui est sioniste, prend la tête de ce mouvement. Je crois que c'est l'acte le plus sioniste et le plus patriotique qui a été fait ces dernières années. Alors, je crois que l'ère des divisions inutiles, c'est terminé. C'est là ce qu'on a besoin, c'est ce que le pays a soif. Alors, pour faire une union, il faut quand même qu'il y ait on va dire un Machane Meshutaf en hébreu, quelque chose de commun. Qu'est-ce qui rapproche aujourd'hui Naftali Bennett et Yair Lapid? Alors c'est vrai qu'ils étaient ensemble dans le gouvernement précédent, avant celui de Binyamin Netanyahou qui est actuel, mais qu'est-ce qui les rassemble aujourd'hui? On a vu quand même qu'il y avait certains, tout au long de ces 4 dernières années, on a vu qu'il y avait quand même des dissensions et des divergences sur certains points, et des points très importants entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Comment ils vont arriver à gérer ces différences? Alors, je crois que, d'abord, tout, comme on dit, nothing's personal, everything is personal. D'accord? Ce qui les rapproche, c'est la confiance mutuelle qui a été construite pendant leur gouvernement. En définitive, ce sont des hommes qui travaillent ensemble, des hommes, des femmes. La liste de Bennett et la liste de Lapid se connaissent, ont travaillé ensemble. Ce sont des gens qui ont besoin d'une confiance. Maintenant, nous sommes dans une démocratie. Les gens ont des avis différents, des opinions différentes, mais en définitive, on travaille, on trouve des compromis, on trouve des solutions, et on a un diagnostic. On a un même diagnostic. On a besoin, en Israël, d'un gouvernement qui priorise les citoyens qui servent dans l'armée, qui travaillent et qui payent des impôts. On veut un État qui protège ses terres, qui protège son territoire, qui met fin au financement des exemptions de services, qui investit dans l'éducation et qui met fin à la mainmise religieuse des Haredim. C'est un projet commun, c'est pas une coalition anti-Netanyahou, anti-Bibi. On a un projet qui est vraiment défini, sur lesquels nous avons des points d'accord. Il y a des fois des points de désaccord pour des détails, mais c'est vrai que 80%, nous sommes d'accord ensemble et nous voulons mettre en place cette politique. Alors certains détails sont quand même importants, hein, Eric. On va peut-être pas en parler maintenant, mais en tout cas, l'idée de 2 États qui est prônée, en tout cas par Yair Lapid, est moins prônée et moins parlée, en tout cas moins débattue par Naftali Bennett. Mais quand même, vous parlez d'union. Vous parlez d'union avec toutes les parties de la population, mais quand on vous entend ce que vous dites par rapport aux Haredim, on a l'impression qu'eux ne font pas partie de cette union. Et je suppose qu'ils ne feront pas partie non plus du gouvernement. Olivier, c'est très facile, c'est très simple. Naftali l'a dit dans une phrase très très simple. Celui qui est avec moi dans le tank, qui combat avec moi dans le tank, sera avec mon gouvernement. Nous voulons une union des partis sionistes. Sioniste, ça veut dire défendre son pays d'abord. Premièrement, défendre son pays. Et qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Défendre son pays, c'est prendre les armes, c'est combattre. Il y a des Haredim qui combattent, qui sont engagés. J'ai des très bons amis qui combattent depuis le 7 octobre, qui sont Haredim. Les partis politiques religieux doivent comprendre qu'ils doivent être une partie entière du gouvernement sioniste. Il veut être sioniste, très bien. Il n'y a pas de problème. On sert à l'armée, on paye les impôts et on arrête les exemptions qui n'ont pas lieu d'être. Alors quand même, on a parlé de Binyamin Netanyahou, vous nous avez dit que ce n'était pas une démarche anti-Bibi, mais quand même, lorsqu'on a entendu les interviews et les apparitions de Naftali Bennett ces derniers jours à la télévision israélienne, où il a donné des interviews sur les 4 grandes chaînes de la télévision israélienne, on a entendu quand même une forte impression, en tout cas, qu'il y avait la volonté de remplacer Binyamin Netanyahou, et que
malgré tout, on entend quelque chose de personnel entre ces deux personnages qui se connaissent depuis longtemps. Olivier, Naftali Bennett et Yair Lapid veulent mettre en place un gouvernement avec un programme qui est très clair. Le programme de Biarritz est très clair. Le premier jour, c'est la mise en place d'une commission d'enquête d'État sur le 7 octobre pour faire la lumière et établir les responsabilités. La deuxième chose, c'est un service militaire égal pour tous, avec la fin des exemptions de Tsahal et l'argent qui ira aux réservistes et non pas à ceux qui évitent le service militaire. Le troisième point, c'est la limite des mandats. Maximum 8 ans pour le Premier ministre, ça commencera par Naftali Bennett. Quatrième point, ça sera un gouvernement sioniste, pas de dépendance sur les partis qui ne sont pas sionistes. La baisse des prix, la nomination de professionnels à la tête des ministères, la lutte contre la corruption, un judaïsme qui est inclusif, la sécurité. Tout ça, ce n'est pas un programme contre Netanyahou, mais pour être au gouvernement, pour appliquer ce programme, il faut être à la tête du gouvernement. Nous voulons un gouvernement de professionnels qui ne viennent pas perdre un seul jour pour appliquer ce programme. Et je peux te le dire, les programmes sont prêts. Le jour où les ministres rentrent dans leur travail, leur feuille de route est prête à appliquer. Et ils seront évalués sur leurs résultats et non pas sur telle ou telle déclaration politique. Maintenant, pour appliquer un tel programme, il faut être au gouvernement. Alors, Netanyahou est actuellement au gouvernement, il faut le remplacer, c'est tout. Mais ça n'a aucun problème personnel avec quelqu'un. Bon, d'accord ? Il faut être au gouvernement pour appliquer un programme qui est un programme sioniste, un programme libéral, un programme démocratique et un programme professionnel. Alors quand même, vous avez parlé de plusieurs sujets, et des sujets qui d'ailleurs, pour certains, ont changé chez Naftali Bennett. Par exemple, Naftali Bennett n'a jamais parlé jusqu'à présent du mariage pour tous, ce qu'on peut appeler le mariage pour tous, en tout cas le mariage civil, et en particulier le mariage civil pour les homosexuels. Alors, à un moment, on a entendu Naftali Bennett parler qu'il était favorable à ça. Ensuite, il est quelque part un peu revenu sur ça. On a l'impression quand même qu'il adapte son discours par rapport à les personnes avec qui il parle. On parle d'incohérence et peut-être même d'opportunisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je crois qu'il faut préciser. Les discours est en nuances. Il n'y a pas de position tranchée, mais Bennett n'a pas changé d'idéologie. C'est un homme de droite, il est attaché à la terre d'Israël, à la sécurité. Ce qui a changé, c'est un peu la réalité du pays, d'accord ? Le 7 octobre a changé le pays, a transféré le pays vers une vision, une optique de droite. Concernant le mariage, il l'a dit très clairement. Les couples homosexuels ont le droit à une union. Maintenant, le mariage qu'on appelle Brit Nisuim, le Kedat Moshe Israël, c'est Kedat Moshe Israël, ça n'a rien à voir. On ne peut pas confondre une union qui est autorisée, qui donne tous les droits civils et pour n'importe quel couple, avec un mariage religieux qui reste dans l'optique religieuse. Donc c'est l'instauration d'un mariage civil, en fait. Vous pouvez l'appeler, Olivier, comme vous le voulez. Il y a actuellement l'autorisation des couples homosexuels à avoir tous les droits dans le cadre d'un accord matrimonial. Je ne sais pas comment on l'appelle. J'ai servi pendant longtemps à l'armée. Les couples homosexuels, les couples de même sexe, ont tous les droits à l'armée. Et ça ne choque personne. Alors, vous parliez aussi que Naftali Bennett était de droite, était resté à droite. Alors, aujourd'hui, on voit les sondages qui ont été publiés ces derniers jours et les sondages de ce vendredi, on voit que malgré le fait qu'il s'est allié à Yair Lapid, il n'a pas augmenté. Au contraire, il y a eu même une baisse par rapport au fait que s'ils étaient restés chacun de leur côté, il y a eu une baisse de sièges, de 2 ou 3 sièges. Certains
parle un peu plus, mais en tout cas, on voit que cette union n'a pas réussi à séduire les personnes de droite. Comment vous l'expliquez ce fait? D'abord, les sondages actuels montrent que Biachad est en très bonne position, souvent le plus grand parti ou juste derrière le Likoud. On a vu des sondages même qui dépassaient fortement le Likoud, avec un bloc d'opposition sioniste proche des 60 sièges. C'est un excellent point de départ. Et nous allons atteindre les 61 sièges et plus, même en faisant 3 choses. Unir tout le centre et la droite raisonnable. Naftali Bennett a appelé Gadi Eisenkot, mais il y en a d'autres également. Je peux vous le dire franchement, j'ai des amis du Likoud qui me disent « Nous sommes Likoud, nous sommes de droite, mais nous ne pouvons plus appuyer ce gouvernement avec des ministres qui sont des incapables, qui n'ont rien fait, qui ont assez du chaos et des scandales et des déclarations à la porte-pièce pour avoir quelques points encore de... » Donc, il faut présenter un programme concret, positif, qui parle à la classe moyenne, qui sert dans l'armée, qui est fatigué des promesses vides, qui vote également le Likoud. Et il y a des gens du Likoud, et on les entend, on ne peut plus supporter cette mainmise extrémiste de Ben Gvir et de Smotrich, extrémiste des partis religieux. Donc, nous proposons une vision claire, une équipe prête. Les Israéliens veulent du changement. Et je pense que quand ils verront que nous sommes sérieux, unis, déterminés, que d'autres rejoindront le parti Biachad, les 61 sièges seront vraiment dépassés, à mon avis. Je crois que la vision que Naftali Bennett présente avec Yair Lapid, c'est une vision d'union nationale, une vision forte, une vision sioniste, et ce qui n'est plus proposé par le gouvernement qui est au pouvoir actuellement. Pour terminer, docteur Seton, après ce qui s'est passé aux dernières élections et que Naftali Bennett n'a pas respecté ses engagements par rapport aux partis arabes et par d'autres engagements qu'il avait pris avant d'être élu, d'arriver en tout cas au poste de Premier ministre, comment les Israéliens peuvent-ils faire confiance à Naftali Bennett aujourd'hui? Lorsque le pays était en face d'une situation inextricable, où c'était le choix entre des 5e élections ou un gouvernement d'union nationale, Naftali Bennett a fait un choix. Il ne le regrette pas. Il a dit c'était le choix que j'ai dû faire à l'époque. Je regrette d'avoir dit que je ne le ferai jamais, mais il avait fait un choix et c'est ce qu'on a besoin ce qu'on appelle d'un manig, d'un leadership, d'un leader. D'accord? On prend des choix, des fois difficiles, des fois contraires à ce que on a pensé jusqu'à présent parce que la situation est différente. Et il faut comprendre que à l'époque, c'était un choix qui a donné à Israël un gouvernement stable, qui a donné à Israël une période où l'économie a rebondi. Ça a permis également la conclusion des accords d'Abraham, ça a permis également la conclusion des accords avec le gazier, avec le Liban, ça a permis également à Israël de faire des actions à Gaza. Donc c'est quelque chose qui permet une gouvernance. C'était très simple pour Bennett de s'enfermer dans ses convictions et de dire non, moi je reste la pure vierge. Non, la politique, c'est se salir les mains. D'accord? Dans l'histoire, nous avons des exemples infinis de politiciens qui sont restés sur leur cadre et leur conviction ou mais il faut des fois, et nous avons des exemples autres, que ce soit Churchill, De Gaulle, qui sont capables de dire je prends sur moi de faire des actes qui sont peut-être contraires à ce que j'avais présenté, mais qui sauvent le pays, qui sont là pour le bien du pays, et non pas pour mon bien et pour ma propre réputation. Et c'est ça ce qui est important dans un leader. Très bien. C'est ça qu'il regarde d'abord le pays avant de regarder
sa propre réputation. Très bien. Et je crois que c'est ce qui est attirant dans un homme comme ça. Voilà, c'est ainsi qu'on va conclure. Merci en tout cas. Je suppose qu'on aura l'occasion de se reparler encore beaucoup jusqu'à ces élections qui sont prévues dans 6 mois, même si on ne sait pas encore vraiment la date. Merci beaucoup, Docteur Seton. À bientôt sur Merci Olivier. Shabbat Shalom. Bonne journée, Shabbat Shalom.